Voilà, je vous propose de débuter. Madame la rapporteure, Madame Haïchi, nous rejoint dans quelques minutes. Elle vous prie de bien excuser son absence très momentanée. Voilà, nous allons maintenant procéder à l'audition de Monsieur Pierre Burban, secrétaire général de l'UPA, Union professionnelle artisanale, et de Monsieur Jean-Eudes Duménil-Dubuisson, secrétaire général, de Madame Sandrine Bourgogne, secrétaire générale adjointe de la CGPME, Confédération générale des petites et moyennes entreprises, de Monsieur Michel Guilbault, directeur général du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF, et Franck Chevalier, représentant MEDEF au Conseil national de l'air. Je rappelle que cette audition est ouverte au public et à la presse et qu'elle fait l'objet d'une captation audiovisuelle qui sera diffusée sur le site du Sénat. Je vais maintenant, enfin, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, demander aux personnes auditionnées de bien vouloir prêter serment. Je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Voilà, donc après avoir, pour chacune des personnes que j'appelle, vous voudrez bien utiliser le micro qui est devant vous. Monsieur Pierre Burban, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Monsieur Jean-Eudes Duménil-Dubuisson, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Madame Sandrine Bourgogne, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur Michel Guilbault, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Et enfin, Monsieur Franck Chevalier, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Il nous reste à vous remercier, mesdames et messieurs. Je vous propose qu'à l'issue d'un propos introductif pour chacune des trois parties, nous engagions à l'initiative de ma collègue rapporteure, Madame Leila Haïchi, un temps d'échange et on se donne 1h30 maximum. Voilà, pour pouvoir travailler et surtout à la fois vous écouter et vous poser un certain nombre de questions. Voilà, vous avez la parole. Je ne sais pas, je vois que c'est plutôt Monsieur Duménil qui semble débuter. C'est parti, merci. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, merci d'abord de nous recevoir aujourd'hui. Alors peut-être un petit rappel rapide sur ce qu'est la CGPME. Donc nous sommes une organisation interprofessionnelle. Nous regroupons des entreprises patrimoniales essentiellement, c'est-à-dire celles dans lesquelles le chef d'entreprise est lui-même responsable de l'entreprise et il a ses billes dans l'entreprise en quelque sorte. Notre confédération est structurée de la manière suivante. Nous sommes présents dans chacun des départements, à la fois en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins. Et nous regroupons par ailleurs à peu près 200 fédérations professionnelles et syndicats professionnels qui se répartissent en 4 catégories: commerce, industrie, services et artisanat. Ce que je voudrais également vous dire, c'est que, évidemment, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui de la pollution de l'air, nous sommes sensibles à cette question, tout simplement parce que c'est un enjeu pour les entreprises, c'est un enjeu également pour les salariés des entreprises, avec une dimension en termes de santé, on en est parfaitement conscient, et puis c'est un sujet sur lequel on peut parler à la fois de la dimension économique pour nos entreprises, qu'on pourrait aborder sous l'angle des contraintes et du coût, mais également sous l'angle de l'opportunité économique. Voilà, donc c'est un sujet qui croise beaucoup de dimensions. Et malgré tout, je voudrais revenir sur la dimension interprofessionnelle qui est la nôtre, vous dire encore une fois qu'on s'exprime bien volontiers aujourd'hui, qu'on a été malgré tout un peu surpris du format de cette convocation, puisqu'il s'agit d'une convocation, et nous serions évidemment venus très volontiers à une audition sans passer par une commission d'enquête. Mais ceci dit, on est tout à fait prêt à répondre à vos questions. Voilà, enfin c'est simple. Juste, pardonnez-moi de vous interrompre. Là, c'est simplement parce que nous avons mis en place une commission d'enquête et que nous souhaitons rencontrer, interviewer, interroger. Mais nous ferons passer le message voilà, à nos élus respectifs pour d'autres commissions. Merci. Voilà, on est évidemment à votre disposition. On le fait sur beaucoup d'autres sujets. On s'exprime très volontiers. Donc, cette dimension interprofessionnelle qui est la nôtre, je vous le disais, est quelque chose d'important.
Ça signifie également que nous nous penchons sur tous les sujets qui concernent les entreprises, les PME, les TPE et les artisans d'une manière générale, et qu'évidemment pour tout ce qui relève en particulier en termes de chiffres, d'éléments précis, d'enquêtes de quelque nature que ce soit, ce sont plus les fédérations professionnelles que les interprofessions. En tout cas, je parle pour la CGPME. Et puis je voudrais juste vous apporter une petite précision. Le ministère n'a pas jugé utile que la CGPME fasse partie du Conseil national de l'air. Donc nous n'en sommes pas membres. Donc ce qui montre bien à l'évidence que du côté du ministère, on considère que notre rôle est interprofessionnel et n'empiète pas sur celui des branches professionnelles, même si, encore une fois, beaucoup de nos membres sont, eux, évidemment, concernés. Voilà. Voilà peut-être ce que je pouvais vous dire en préambule, et nous serons heureux de répondre à vos questions. Voilà, donc ensuite, allons-y, c'est le MEDEF. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Michel Guilbault, directeur général du MEDEF. Je suis accompagné de Franck Chevalier qui représente le MEDEF au Conseil national de l'air et qui nous amène en effet au sein de cette instance à suivre un certain nombre des dossiers qui vont certainement être évoqués à l'occasion de cette audition. Nous vous remercions évidemment de nous permettre de faire entendre le point de vue des entreprises. Le MEDEF est également une organisation interprofessionnelle qui regroupe en son sein la plupart des fédérations dans les domaines de l'industrie, des services, du commerce et de la construction, avec évidemment une conscience très grande de nos obligations à l'égard de l'environnement, à l'égard d'une manière générale de l'empreinte des entreprises, à l'égard de ces parties prenantes. La protection de l'environnement et la santé des populations sont des enjeux majeurs qui sont pris en compte par les entreprises, comme cela a déjà été dit par notre collègue de la CGPME, naturellement comme une exigence générale pour permettre aux activités économiques de se développer en bonne harmonie avec leur environnement. Mais bien sûr, on y reviendra au travers des questions. Ces domaines aussi bien, puisque la question 1 qui nous avait été envoyée traitait de la santé des salariés, que l'essentiel des questions posées, qui sont celles de l'impact sur l'environnement, font l'objet de réglementations, aussi bien européennes que nationales. Réglementations qui font l'objet de concertations avec les entreprises, mais qui, lorsqu'elles sont prises, sont des obligations que nous appliquons pleinement, nous y reviendrons. Donc je crois qu'on reviendra en effet sur ces champs extrêmement techniques au travers des questions sur lesquelles nous avons essayé d'apporter un maximum d'éléments pour tenter d'y répondre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Burban. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, donc vous dire, rappeler que l'UPA représente 1 300 000 entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité, qui sont pour la plupart des petites ou très petites entreprises. Cette question liée à la pollution de l'air, c'est quelque chose qui est pris en compte par un certain nombre de branches professionnelles, puisque en sachant, comme ça a été dit, qu'évidemment, c'est vraiment, la question de la qualité de l'air est souvent très liée aux activités professionnelles. Et c'est vrai que l'action qui est menée relève plus des branches professionnelles. Et notamment, je pense à un dispositif, pour donner un exemple très concret, dans la boulangerie, puisqu'on peut avoir, entre guillemets, des pollutions liées aux poussières de farine, et qu'il y a un certain nombre d'actions très concrètes qui sont menées pour éviter justement de travailler dans une atmosphère avec des poussières de farine. Même si il faut bien voir qu'on a affaire à des petites et très petites entreprises dans lesquelles il n'y a pas de service ad hoc en interne et que ça nécessite souvent des actions mutualisées, qu'il était lorsqu'il existait des systèmes obligatoires de complémentaire santé et notamment avec un opérateur qui était assuré via un opérateur, ça sera plus difficile maintenant compte tenu des décisions du Conseil constitutionnel. Et ça veut dire qu'il faudra imaginer d'autres dispositifs. Vous dire aussi que dans bien des cas, les entreprises que nous représentons, elles utilisent des matériaux ou des matériels et qu'elles n'ont pas vraiment de choix. Je voudrais attirer votre attention sur toute évolution possible
en matière de pollution de l'air qui pourrait conduire à interdire certains matériaux, certains matériels. On l'a vu, enfin, il y a l'exemple symbolique de l'amiante, où pour accéder à un certain nombre de marchés publics, on vous rendait obligatoire l'utilisation de l'amiante, et puis après on nous a expliqué que l'amiante c'était très dangereux, voilà. Et ce que je veux dire, je veux attirer votre attention sur le fait que vous avez beaucoup d'entreprises qui ne sont pas en mesure d'apprécier les matériaux ou les matériels qu'on met, enfin qu'on leur vend. Voilà. Et que quand il y a des évolutions en termes de normes, et je pense on peut donner un exemple avec les pressings, et puis ce mot barbare que je n'arrive jamais à lire convenablement, qui est les machines pour les nettoyages à sec avec perchloréthylène, c'est encore un autre exemple. Et donc l'État qui a accepté ce type d'utilisation, enfin de perchloréthylène pendant longtemps, un jour nous dit c'est plus possible. Voilà. Alors imaginez dans quelle situation sont les entreprises qui ont investi avec ce type de matériel. Et pour donner cet exemple de perchloréthylène, on a vu que, puisqu'effectivement l'État a décidé que les caisses de maladie allaient verser, aider, accompagner justement le fait de retirer ce type de matériel pour remplacer par d'autres machines, mais il y a souvent peu de continuité dans l'accompagnement des entreprises. Et on a dû réintervenir tout récemment auprès notamment du régime social des indépendants pour veiller à ce que, puisque c'est la CNAM qui s'occupe de la partie entreprise avec des salariés, mais vous avez encore un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas de salariés et qui avaient des difficultés pour remplacer les machines. Donc évidemment que l'UPA est favorable à tout ce qui permettra d'améliorer la qualité de l'air, mais à chaque fois, il faut penser aux conséquences économiques que ça peut avoir sur l'entreprise et la viabilité des entreprises. Voilà en préambule ce que je souhaitais préciser. Voilà, je vous remercie. Je vais donner tout de suite la parole à ma collègue, Madame la rapporteure. D'une manière, je vous remercie de vos exposés, à vos trois représentations. D'une manière générale, comment jugez-vous les obligations qui pèsent sur les employeurs compte tenu des contraintes de pollution et particulièrement sur la pollution de l'air? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, que pensez-vous du potentiel économique lié au développement durable? Guilbault, oui, pardon. Peut-être, Madame, pour répondre à la première... Ah, excusez-moi. Je vous en prie. On vous suit. Simplement, peut-être pour répondre à la première question sur comment jugeons-nous les obligations qui pèsent sur l'employeur. On considère qu'il y a déjà un certain nombre d'obligations qui sont importantes, qui sont utiles pour un grand nombre d'entre elles, mais qui représentent des vraies contraintes sur l'entreprise. On peut penser par exemple à ce qui concerne l'aération, où il y a un certain nombre de règles assez strictes qui sont codées d'ailleurs sur les locaux fermés en particulier, où l'air doit être renouvelé dans des conditions qui sont précisément définies. Et puis ensuite, on peut également mentionner la différence qui existe entre les locaux à pollution spécifique et puis les autres catégories de locaux. Donc on voit bien que déjà, il y a une distinction qui est faite entre les situations qui présentent le plus de risques pour les salariés et celles qui, a priori, présentent le moins de risques. Ce qui nous paraît assez cohérent parce qu'effectivement, quand il y a un risque pour la santé des salariés, il faut naturellement en tenir compte. Juste pour rappeler sur les locaux à pollution spécifique, l'article R 4412-149 qui fixe les valeurs limites d'exposition professionnelle pour environ 85 agents chimiques. Donc on voit bien qu'on a déjà des règles qui sont assez strictes et qui sont définies de manière assez précise. L'idée ensuite, une fois qu'on a fait ces mesures, de dire que l'employeur est tenu de contrôler et de maintenir les installations de captage et de ventilation. Donc là aussi, ça montre que non seulement on doit mesurer et qu'ensuite on a derrière des obligations pour que les installations de prévention et de traitement de la qualité de l'air puissent être optimales, ce qui nous paraît là encore assez cohérent. Mais tout ça, évidemment, ça a été dit par mes collègues à plusieurs reprises, représente un coût pour les entreprises. Donc je voudrais simplement insister sur ce point-là. Donc encore une fois, pour nous, les règles qui existent présentent l'avantage d'être bien définies, de distinguer en fonction des différentes situations dans les entreprises, mais il est tout à fait exact qu'elles représentent un coût important pour les entreprises.
Et puis au-delà de ce que je viens de dire, je voudrais également rappeler qu'il existe un document unique de prévention des risques professionnels dans les entreprises, qui est un document à portée assez large sur l'ensemble des risques présents dans l'entreprise. Et on pourrait considérer à ce titre-là que la question de la qualité de l'air peut éventuellement, dans des cas particuliers, figurer également dans ce document. Donc au final, et pour répondre de manière assez précise à votre question, nous considérons, nous, que les obligations qui pèsent sur l'employeur en matière de protection des salariés face à la pollution de l'air sur le lieu de travail, qui était votre question exacte, sont suffisantes à l'heure actuelle et qu'on n'a pas besoin de textes supplémentaires et que les conditions actuelles permettent de garantir la sécurité et la santé des salariés dans les TPE, les PME, et on y est évidemment très attaché. Merci, Monsieur Guilbault. Merci, Monsieur le Président. Peut-être en effet, en complément à ce qui a été dit, rappeler qu'on est là dans le champ de la prévention des risques professionnels. Là, en l'occurrence, on se centre sur la qualité de l'air, mais en tant qu'employeur, dans sa responsabilité aussi bien morale, juridique et financière à l'égard des salariés, on est dans le champ de la santé et de la sécurité au travail, sur lequel le contexte réglementaire est extrêmement clair, fixe des règles, fixe des obligations de prévention à mettre en œuvre pour protéger la santé des salariés. S'agissant de la population de l'air, il y a donc une réglementation extrêmement stricte. Jean-Eudes Duménil-Dubuisson l'a dit, il y a des obligations selon que les locaux sont non spécifiques, à pollution non spécifique, donc c'est la pollution, j'allais dire, un peu générique sur lequel de toute façon pèsent des obligations de ventilation. Et puis il y a des locaux à pollution spécifique parce qu'il y a des polluants qui y sont émis, des gaz, des vapeurs, des fumées, des poussières. Et pour ces locaux à pollution spécifique, il y a des règles contraignantes avec des obligations de captation à la source, de protection des salariés par des mesures de protection, de prévention collective et individuelle. Et par ailleurs, à tout cela, pour tout cela, les installations de captage et de ventilation doivent permettre de respecter des concentrations dans l'atmosphère qui soient inférieures à des seuils réglementaires. Nous avons par ailleurs une obligation générale en matière de santé au travail qui s'applique, qui sont d'ailleurs issues du droit européen, éviter les risques, évaluer les risques lorsqu'ils ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements, les méthodes de travail et de production pour réduire les effets sur la santé. Cinquième principe, tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a une évolution permanente des dispositifs au travail. Et un principe de remplacer tout ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux. Donc ce sont des principes qui s'appliquent de manière dynamique puisque bien sûr les techniques évoluent. Il faut aussi mentionner les actions de prévention qui sont faites par les entreprises mais qui se développent aussi au travers d'outils qui sont mis en place par les branches ou par l'interprofessionnel. Au niveau des branches professionnelles, existent des centres techniques qui apportent aux entreprises une assistance technique, de la formation et des transferts de technologies. Et au niveau interprofessionnel, nous avons bien sûr ce qui s'appelle la branche accident du travail maladie professionnelle, dite ATMP, au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie, donc la CATMP, comme on l'appelle dans le jargon, mais aussi l'INRS, qui est un institut de recherche qui est géré paritairement par les partenaires sociaux et qui dépend de cette branche ATMP. Donc il y a un réseau de prévention des caisses régionales avec des ingénieurs conseils, des contrôleurs de sécurité qui préconisent aux entreprises des mesures de prévention. L'Institut, l'INRS, qui déploie une activité de recherche et d'information, donc à disposition aussi des entreprises et dont le plan de travail est régulièrement mis à jour sous l'égide de sa gouvernance, où siègent les partenaires sociaux, employeurs et salariés. Et puis, j'allais dire, une construction permanente d'expériences au travers de guides qui sont diffusés, des guides de ventilation notamment, extrêmement pratiques, par secteur d'activité, qui permettent de prévenir la pollution sur les postes de travail.
Et puis, bien sûr, il faut aussi rappeler les services de santé au travail, les médecins du travail, qui ont un rôle de prévention. Vous savez que nous sommes très attachés à la visite médicale préventive qui permet de suivre régulièrement tous les salariés pour vérifier que les conditions de travail ne mettent pas en cause leur santé ou leur sécurité. Donc globalement, nous pensons que les chiffres de sinistralité s'améliorent. Les accidents du travail ont connu une baisse continue. Alors s'agissant des maladies professionnelles, il y a une augmentation qui est liée au fait que au fil des années, de plus en plus de pathologies sont inscrites au tableau des maladies professionnelles, donc, ce qui explique leur hausse, même si par ailleurs la prévention s'accroît. Donc on estime en termes de risque professionnel sur une dizaine d'années que la pollution de l'air a rendu malade à peu près 63 000 personnes, 14% des maladies professionnelles, avec un coût qui serait de l'ordre de 9,8 milliards d'euros, 50% des dépenses de maladies professionnelles et 15% des dépenses sur le risque professionnel. Voilà, donc je crois que j'étais un petit peu long, je m'en excuse, mais on est quand même sur un contexte extrêmement réglementé qui est celui de la santé au travail et où on le sait bien, des règles s'appliquent et c'est très bien ainsi. Et il faut peut-être aussi rappeler le principe de réparation qui est d'ailleurs très spécifique à la France, qui est que sitôt qu'une maladie professionnelle est inscrite sur le tableau des maladies professionnelles, le salarié n'a pas besoin de faire reconnaître le lien de causalité entre la pathologie dont il souffre et un facteur professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à notre système de AT-MP et qui, je crois, est à l'avantage des salariés. Et il faut rappeler que ce système repose sur une cotisation des entreprises, la cotisation AT-MP qui repose exclusivement sur l'employeur, puisque c'est un principe de réparation lié à des risques professionnels. Peut-être pour ne pas être plus long, malgré tout mentionner qu'avec tout cela, on a quand même un édifice extrêmement compliqué, comme ça a été dit aussi par la CGPME. Donc le fait de répondre de façon aussi forte et importante à ces risques et à ces exigences n'empêche pas peut-être de travailler à certaines simplifications. Nous l'avons notamment fait valoir auprès de la commission de simplification qui, dans ses dernières propositions de la semaine dernière, a inclus le fait qu'on pourrait, en respectant le même niveau d'exigence, simplifier le dispositif de contrôle des expositions aux produits chimiques. C'est un exemple pour dire qu'on peut travailler à des simplifications tout en gardant un principe évidemment très exigeant de protection des salariés et de réparation au travers de tout le dispositif que j'ai décrit. Merci, Monsieur Burban. Monsieur le Président. D'abord, je vais dire une évidence que j'aurais dû dire au départ, c'est que l'intérêt de toute entreprise, et c'est particulièrement vrai dans celles qui sont représentées à l'UPA, c'est de maintenir les salariés et la force de travail en bonne santé. Je le dis, ça vous fait sourire, Monsieur le Président, mais il faut savoir que de toute façon, dans la majorité des cas des entreprises que nous représentons, le chef d'entreprise, il participe à la même activité. C'est d'ailleurs ce qui explique, puisqu'on parlait de taux d'accident du travail, quand on regarde les statistiques qui sont faites par la CATMP, en fait, le taux d'accident du travail est plus bas dans les petites et très petites entreprises, et pour ces raisons-là. C'est-à-dire que, d'abord, ce sont souvent des entreprises familiales, et que le ou la conjointe n'a aucun intérêt à ce que le chef d'entreprise ait un problème ou un accident du travail sur le lieu de travail. Voilà. Et donc, ça participe aussi aux questions de prévention dans l'entreprise elle-même, et donc en faveur des salariés. Dire aussi, mais ça a été dit, qu'aujourd'hui, l'arsenal juridique en matière de santé et de sécurité au travail, il est très complet, et non seulement il est complet, mais compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, non seulement, effectivement, on a une obligation générale de sécurité, mais en plus, c'est une obligation de résultat, et non une obligation de moyens.
Voilà. Donc, je pense que l'arsenal juridique est assez important. Moi, je voudrais juste attirer l'attention, parce que justement, on a quand même un droit du travail et un droit lié à la sécurité qui est particulièrement complet et qui peut être très compliqué pour une très petite entreprise. Parce on est souvent au four au moulin. Et donc, j'insisterai sur les services de santé au travail, parce que c'est d'actualité, puisqu'il vient d'avoir un rapport de monsieur le député Issindou, et que ce rapport préconiserait la suppression de la visite d'aptitude. Nous, et je crois que Michel Guilbault vient de le rappeler aussi, nous sommes très attachés à la visite d'aptitude. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tout demander au chef d'entreprise. Je sais qu'on lui demande de plus en plus, mais le chef d'entreprise, il n'est pas censé savoir, il n'a pas de connaissances en matière de santé. Voilà. Et il n'est pas capable de juger, et d'ailleurs c'est parce qu'on lui demande, on lui demande de bien faire, savoir fabriquer ou faire le service, d'avoir des relations avec ses fournisseurs, il faut qu'il soit gestionnaire, il faut qu'il gère les ressources humaines, etc. On ne peut pas non plus lui demander de vérifier si le salarié n'a pas une pathologie qui pourrait s'aggraver en fonction des conditions de travail. Donc nous restons très attachés à cette visite d'aptitude. Je sais que par ailleurs c'est compliqué parce qu'on a un problème de nombre de médecins du travail, c'est vrai, mais il faut que les services de santé au travail évoluent, mais il faut vraiment maintenir cette visite d'aptitude, cette visite d'embauche et cette visite régulière. Parce que c'est absolument nécessaire pour accompagner en tout cas les petites et les plus petites entreprises. Je voulais savoir si globalement vous aviez pu faire un calcul du nombre de journées de travail non travaillées pour le coup liées à la pollution de l'air, et je voulais revenir sur ce que vous avez dit, Monsieur Duménil, sur le fait que selon vous la législation était suffisante pour protéger les salariés. Qu'en est-il précisément des pompistes dans des stations essence qui sont dans des garages souterrains dont on sait qu'il y a une surexposition évidente à certaines émanations, particulièrement essence et diesel? Est-ce que vous pensez que la législation est suffisante pour les protéger? Merci. Sur la question des pompistes en particulier, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas d'éléments de réponse sur cette question. Ce que je pense par contre, c'est que probablement ce sont des conditions de travail particulières et qu'il n'est jamais bon, à partir d'un exemple précis, de prendre des réglementations qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises. Donc peut-être que là, il y a une situation particulière. Encore une fois, pourquoi pas, regardons. Mais évitons de prendre des réglementations qui vont s'appliquer très largement. On l'a trop fait par le passé. On voit les résultats sur les contraintes qui s'amoncellent sur nos entreprises. Donc voilà. Mais malheureusement, je ne peux pas vous apporter d'éléments de réponse plus précis sur cette question. De la même façon, sur le nombre de jours perdus, là aussi c'est très difficile de vous répondre. Ce qu'on peut dire par contre, et on le voit bien dans les PME et les TPE, c'est que, en particulier quand il y a des mesures de circulation alternées qui sont prises, ça crée des difficultés pour les entreprises pour s'organiser. Et quand je dis pour les entreprises, c'est également naturellement pour les salariés de ces entreprises, pour accéder à leur lieu de travail, avec un problème, mais malheureusement qui ne pourra pas être résolu parce que je ne vois pas comment il pourrait y avoir une solution, c'est que naturellement il n'y a pas de préavis, c'est-à-dire que ça tombe brutalement en fonction de la pollution atmosphérique, et dans ces conditions, il est impossible pour nos entreprises et pour les salariés des entreprises de s'organiser. Donc ça crée des nuisances pour les entreprises, mais je ne peux pas vous donner d'éléments plus précis et vous donner des chiffres, tout simplement parce qu'encore une fois, on n'en a pas. Alors, de toute façon, vous avez vu que ça allait changer. On allait passer à la pastille de couleur. Donc, il faudra s'adapter à l'effet de ce que j'ai appelé, moi, l'effet Smarties. Sur le coût pour l'entreprise et le coût pour la société, moi, vous avez, et je peux souligner en tous les cas, les trois, vous avez insisté sur tout ce qui touche à la pollution alors qu'elle soit en milieu fermé, intérieur,
plus de ce que j'entends jusqu'à maintenant qu'à l'extérieur, notamment par rapport aux collaborateurs des entreprises, et donc à la problématique santé au travail, arrêt de travail. Il y a, me semble-t-il, vous avez beaucoup, j'ai compris aussi, et on l'entend, le coût pour l'entreprise, sans le dire, une réglementation dont vous estimez qu'elle est parfois peut-être à la limite, soit tatillonne, soit excessive. Mais en même temps, je vais vous retourner le compliment, puisque c'est vous-même, Monsieur Duménil, qui avait dit il faut aussi faire, en tous les cas, inverser, ne pas voir que la contrainte du coût, ça peut être une formidable opportunité. Eh bien, je vous renvoie la question, pourquoi ne pas faire de ce qui peut apparaître dans un premier temps, et c'est certain, c'est indiscutable même, un coût pour une entreprise, mais il y a aussi un coût pour la société. Et donc, comment voyez-vous les choses? Puisque faute de les évaluer, les entreprises peuvent aussi s'ouvrir, ou ça peut ouvrir aux entreprises de nouveaux marchés. De considérer la pollution, notamment parce que quand on parle de la pollution extérieure, si vous ouvrez sur, par exemple, les fumées d'un certain nombre d'industries, moi je fais partie de ceux qui pensent que l'industrie c'est bien, qu'il faut les conserver, qu'en même temps il faut faire attention aux pollutions atmosphériques. Si on croit une étude dont on a entendu parler dans le week-end sur les conséquences que ça peut avoir sur les nouveau-nés, donc tout ça ne doit pas nous laisser insensibles. Voilà comment, de contraintes, vous pensez pouvoir faire de nouvelles opportunités pour les entreprises et évidemment pour les collaborateurs. Peut-être pour vous répondre, Monsieur le Président, peut-être un chiffre qui me semble intéressant malgré tout, qui nous vient d'une fédération qui est celle des transports routiers, qui estime que, en raison des normes euro sur les véhicules, le surcoût pour chaque véhicule est de l'ordre de 10 à 15 000 euros. Vous voyez qu'on n'est pas simplement dans quelque chose de virtuel, on est malheureusement sur des surcoûts je vous rassure, tangibles. Je ne suis pas dans le virtuel, on les a reçus, ils nous l'ont dit, donc je n'ai pas de souci. Mais je pense, pour tout vous dire, je pense que je préfère on parle de manière plus générale. On ne va pas refaire le débat du routier, parce qu'en plus, voilà, on va revenir sur des débats qu'on a déjà tenus, pas avec vous, mais à mon avis, ils se finiront de la même manière. Donc, il faut plutôt ouvrir à d'autres champs. Et, voilà. Vous avez parfaitement raison. Peut-être pour optimiser un peu les choses et parler de manière positive, parce qu'on fait également beaucoup de choses de manière proactive en matière d'environnement, voilà. Et on ne vit pas simplement l'environnement comme une contrainte. Donc voilà, je voudrais également insister là-dessus. Dans les aspects positifs, je peux vous citer par exemple une convention qu'a faite la CGPME avec l'ADEME, qui portait sur une cinquantaine d'entreprises pour démontrer que les économies d'énergie peuvent avoir des conséquences financières positives. Donc là, on est sur quelque chose, une démarche volontaire. Et les résultats de ce projet mené en commun avec l'ADEME ont été couronnés de succès, puisque sur une cinquantaine d'entreprises, et encore une fois on parle de PME, le gain s'est élevé à 1,5 million d'euros sur une période de combien de temps, Sandrine ? Sur une année. D'accord, voilà. Juste en une minute, parce que le gain c'est une chose, ça portait sur quoi? Parce qu'on est toujours sur la pollution. Là, il s'agissait de démontrer que si l'entreprise agit à la source sur la quantité sur sa consommation de matières premières, si elle agit sur la réduction à la source des quantités de déchets produits, elle va pouvoir gagner en consommation d'énergie notamment et en coût aussi. Et donc l'idée portée par l'ADEME, c'était effectivement une expérimentation pendant 1 an sur 50 entreprises témoins pour justement prouver aussi aux entreprises que si elles agissaient à la source, elles pouvaient en obtenir des gains, mais des gains qui sont finalement des gains pour tout le monde, que ce soit pour l'entreprise bien sûr, mais aussi pour la consommation d'énergie, la consommation de matières premières. Donc on est vraiment dans du gagnant-gagnant. D'ailleurs, la CGPME, la CGPME, cette année, a souhaité aussi renouveler ce type d'expérimentation pour là, maintenant, travailler sur les économies d'énergie et sur justement la diminution des émissions de gaz à effet de serre, sur l'énergie matière. Vous voyez, sont des choses qui permettent... Ça nous intéresse plus parce que la première partie, voilà... C'est vraiment comment démontrer par l'exemple le gain qu'on peut obtenir. Et donc, c'est à titre d'expérimentation encore aujourd'hui, mais c'est des expérimentations qui sont assez probantes. Et si vous souhaitez, on pourra vous faire passer des éléments complémentaires sur les chiffres. Alors, on est preneur, en précisant simplement qu'on est surtout preneur de tout ce qui touche à la pollution de l'air. Hein ?
Enfin, c'est prioritaire. Monsieur Chevalier. Merci, Monsieur le Président, Madame le rapporteur. Non, je voudrais revenir à la question et insister sur la difficulté de trouver le chiffre exact du nombre de journées perdues du fait de la pollution de l'air extérieur. On peut citer des études qui ont été menées dans les années 90, souvent dans un cadre international, pour évaluer les impacts sanitaires liés à la pollution de l'air. La plupart de ces études ciblent des contextes particuliers de pollution urbaine et un nombre limité de polluants, essentiellement l'exposition aux particules et aux particules fines. Ces études qui sont mentionnées dans un rapport du Commissariat général au développement durable de juin 2012, Santé et qualité de l'air extérieur, elles indiquent que si l'on prend en compte les effets sur la santé de l'exposition chronique de la pollution de l'air, le coût de la pollution de l'air en France peut être estimé entre 20 et 30 milliards d'euros. Et des chiffres sont également mentionnés si l'on prend l'étude OMS Predit, qui estime en France en 90 que la pollution de l'air à court terme est responsable de 24 millions de journées d'activité restreinte. Cette notion de journée d'activité restreinte étant d'ailleurs évaluée en coût dans le rapport. Oui. Le débat est de plus en plus intéressant, je trouve, parce que je vais reboucler. Mais je vais reboucler avec ce que j'ai dit au départ. On a parlé des pompistes. Bon, mais les pompistes, pourquoi aujourd'hui à Paris vous n'avez quasiment plus de pompes à l'extérieur? Pour une unique raison. D'abord, un, des problèmes de sécurité, et deux, des problèmes de la politique de la ville de Paris, qui par ailleurs, sur l'économie de proximité, a une politique qui est plutôt positive depuis 30 ans, mais la ville de Paris a sorti tous les garages, et ce qui explique qu'aujourd'hui, des garagistes indépendants pompistes, ça n'existe plus. Du coup, on a caché tout ce qui était vente de carburant, avec les phénomènes négatifs que ça peut avoir par ailleurs. Voilà. Donc, dans cette affaire de pollution de l'air, la politique des villes est hyper importante. Et d'ailleurs, alors là, je vais dire, puisque je suis plutôt critique sur la manière dont on a fait évoluer tout ce qui est garage sur Paris et une grosse partie de la petite couronne. Par contre, il y a des choses positives qui sont faites sur le taxi, puisque vous savez que la ville de Paris a une politique très active d'accompagnement, justement, des chauffeurs de taxi pour qu'ils aient des véhicules moins polluants. Ce qui explique d'ailleurs qu'un constructeur, dont je tairai le nom parce que je ne vais pas faire de publicité, mais qui n'est pas européen, a quasiment un tiers des véhicules, enfin, ou plutôt du marché des taxis parisiens. Et que sans doute, très rapidement, il en aura au moins la moitié. Voilà, puisque à partir du moment où certains constructeurs ont plutôt ciblé des types de motorisation, ça induit effectivement. Voilà. Mais ce qui est vrai, l'histoire des pompistes est intéressante, puisque sur l'ensemble du territoire, on a fait disparaître quand même. Alors, il n'y a pas que la politique de l'État et tout ce qui était contrainte liée à des décisions de l'État. Il y a un autre environnement lié aussi aux pétroliers ou à la grande distribution. Mais néanmoins, on a fait disparaître une grande partie des garagistes indépendants. Voilà. Et ça, c'est autant d'emplois en moins. Parce qu'on sait qu'en fonction de la forme dont l'activité est exercée, elle est plus ou moins riche en emplois. Voilà. Et donc, ça veut dire que, encore une fois, oui, il faut améliorer. Et on pense, nous, comme ça a été dit pour la CGPME, mais je sais que le MEDEF partage aussi, bien sûr qu'on sera proactif pour tout ce qui permettra d'améliorer notre environnement et tout ce qui permettra de diminuer la pollution de l'air. Mais ça nécessite aussi que ce soit préparé en amont et qu'on fasse véritablement de la prospective, et y compris sur l'impact sur les activités. Or, trop souvent, et on le voit dans tous les travaux qui ont été conduits dans le cadre du Grenelle de l'environnement ou maintenant dans le cadre du Conseil national du développement durable, eh bien, on a un vrai problème d'étude d'impact. Enfin, attendez, je vais juste
prendre l'exemple, parce que vous venez de citer le Grenelle de l'environnement, les voitures, enfin, etc. Le Grenelle de l'environnement avait abouti à une adoption quasi unanime. On va, parce que ça touche un tout petit peu, prendre l'exemple de l'écotaxe qui avait été voté à la quasi-unanimité et on a vu ce que ça avait donné lors de la mise en place. Et pourtant, ça vient aussi de loin. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail en amont, le Grenelle, et avant, il y a l'Europe et la France qui ne respecte pas des normes européennes. Je pense que, enfin, moi, je vais vous donner mon sentiment, c'est peut-être notre sentiment partagé. Je pense qu'il ne faut pas être aussi manichéen que ça, ni d'ailleurs, puisque tous les Français ne sont pas parisiens. Et je peux vous dire que ce que vous observez sur la disparition ce qu'on appelle des garagistes, comme ça on va faire simple, ou des points de vente de carburant en ville, c'est général. Et à la campagne, ça vient depuis 30 ans. Et ce n'est pas le fait ni de l'État, ni des villes, ni des agglomérations, c'est d'abord le fait des pétroliers qui ont conduit des politiques. Et dans les pétroliers, il y a donc aussi, je dirais, des grandes entreprises qui aujourd'hui essayer de revenir, bon, parce qu'ils ont voulu faire 36 métiers. Je pense que, voilà, donc on va revenir à nos bases. Nous, on souhaite, si vous voulez, ces coûts économiques et financiers de la pollution de l'air. On a un certain nombre d'acteurs et on a la pollution intérieure et la pollution, je veux dire, atmosphérique. Et par rapport à ça, on entend bien, moi j'entends, j'ai pas de souci, que pour les entreprises, elles aient besoin d'un cadre. Vous nous avez dit pourquoi on vous a posé la question, par exemple, sur la réglementation, d'abord parce que ça nous intéresse, et parce qu'on a aussi entendu des économistes nous expliquer qu'entre les niches fiscales, enfin, les 2 ou 3 procédés possibles, ils préconisent plutôt une réglementation. Alors, la réglementation qui est des études d'impact, tout ça, je dirais, enfin, moi, à titre personnel, je le partage, mais il faut bien progresser. On ne peut pas, on n'a pas le droit. Vous avez tout à l'heure, je crois, c'était dans cette audition cité le cas de l'amiante. Bon, aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a des conséquences sur la santé qui peuvent être cancérigènes d'ailleurs, je dirais sur certaines pollutions, qu'elles soient liées aux véhicules, mais ou dans d'autres cas. Donc on ne peut pas rester les 2 pieds dans le même sabot. Et il faut bien avoir un effet de levier. L'effet de levier, il existe par les accidents de travail et maladies professionnelles. Et les accidents de travail, c'est presque plus simple, puisque là, la cotisation, en plus, est proportionnelle à l'accidentologie. Donc, ça incite, je dirais, le professionnel, quelle que soit la branche d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas tous le même taux dans la même branche, ce qui incite donc à un vrai travail sur la prévention. Donc, pour revenir sur nos aspects, nous, de pollution, on souhaite, en tous les cas, éventuellement avoir des éléments, je dirais, plus tangibles, d'estimation, par vos syndicats, ou en tous les cas, dans certaines branches professionnelles. Je ne sais pas moi, cimenterie, chimie, grande industrie, on sait que il y a de la pollution, notamment atmosphérique. Aujourd'hui, il y a des normes, il faut les respecter, c'est des gros investissements. Est-ce que ça a aussi permis à certaines branches d'entreprise, certains secteurs d'innover et de s'ouvrir sur de nouveaux marchés? Voilà, c'est finalement de l'inconvénient de la pollution, double objectif, on répond à la santé et en plus, on a des nouveaux créneaux pour les industriels, peut-être, en tous les cas, on l'espère, français, qui iront demain gagner des nouveaux marchés. Voilà. C'est aussi ça notre recherche. Je voulais juste amener une précision sur les stations-service souterraines. Il y a une réglementation européenne qui oblige pour ces stations, avec un échéancier, enfin je ne l'ai pas en tête, mais il y a une récupération des vapeurs, et donc qui amènera une protection du personnel. Vous me permettez juste, Monsieur le Président, de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Pour nous, c'est important que la réglementation soit applicable à l'ensemble de l'Europe. Une des difficultés également qu'on rencontre, c'est qu'il y a un certain nombre de textes qui s'appliquent au niveau français, ce qu'on peut très bien comprendre, mais nos entreprises, y compris les plus petites, subissent de plein fouet la concurrence d'autres pays, y compris à l'intérieur de l'Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, d'avoir toujours présent à l'esprit les conséquences économiques directes et les conséquences économiques indirectes par le biais de nos concurrents étrangers. J'avais deux remarques et une question. La première remarque, je ne suis pas sûre que ce ne soit pas une évolution pour une grande ville comme Paris de ne plus avoir honnêtement des stations essence au bas de son immeuble avec des tonnes d'essence et en évitant de prendre son petit déjeuner avec des émanations d'essence et de diesel quand on ouvre sa fenêtre. Enfin, ça c'est une remarque totalement personnelle. Je trouve que pour ma part, ça va plutôt dans
dans le bon sens. Pour en revenir à votre interrogation sur les conséquences économiques directes et indirectes, le sujet que nous portons sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, l'idée étant, comme vous l'a dit très justement, Monsieur le Président, c'est aussi d'avoir et de développer aussi tout ce qui peut relever des opportunités économique, mais d'intégrer le coût économique et financier de la pollution de l'air dans sa globalité. Si à un moment donné, ça peut paraître une opportunité économique pour une entreprise donnée, la pollution de l'air, il y a un instant T où il y a quelqu'un qui paye cette pollution. Ça se paye soit au niveau de la santé, puisque comme vous le savez, vous l'avez relevé très justement, il y a plusieurs études sanitaires qui ont développé qu'il y avait un impact sanitaire, et il y a des coûts extrêmement élevés qui ont été élevés. On ne peut pas considérer que la pollution de l'air est gratuite. Il y a quelqu'un qui paye, soit le consommateur, soit soit le consommateur, soit les citoyens par le biais des impôts, comme vous pouvez l'imaginer. Ce qui ressort depuis tout à l'heure de l'échange que nous avons, c'est que j'ai l'impression que vous appréhendez la question du développement durable plutôt comme un handicap et non pas comme une opportunité. Est-ce que vous avez, au sein de vos différentes instances, évaluer les opportunités économiques que peuvent apporter justement précisément le développement durable, des technologies nouvelles en termes d'innovation, et que peut-être, et ça pour le coup, c'est ressorti très clairement de l'ensemble des auditions qu'on a pu faire, la norme est extrêmement importante justement pour limiter les pollutions. Et que peut-être si nous, Européens et Français particulièrement, avons des normes strictes, peut-être les plus sévères si on regarde la législation internationale, et on peut encore faire beaucoup plus. Peut-être qu'on peut tendre et inciter l'ensemble du globe, si je puis dire, à tendre vers ces systèmes perfectibles. Si on regarde aujourd'hui, ne serait-ce que le cas de la Chine, aujourd'hui, il faut savoir que quand même la majorité des manifestations et des rébellions qui se produisent en Chine, ont comme première cause des problèmes environnementaux. Donc les Chinois, même si au départ ils étaient partis sur une logique simplement industrielle, ont une contrainte environnementale considérable avec une remise en question de leur modèle économique parce que trop polluant, et que peut-être c'est des opportunités aussi pour nos entreprises. Est-ce que l'ensemble des syndicats, des représentations que vous êtes, avez travaillé sur cette opportunité, les marchés potentiels internationaux, les niches d'emploi dans nos zones sinistrées? Encore une fois, pour illustrer mon propos, et je m'en excuse par avance parce que c'est un exemple que je donne assez souvent sur le cas de l'automobile en France, en disant on a supprimé 100 000 emplois parce que, à titre personnel, je pense qu'on s'est arc-bouté sur la voiture diesel. Nous allons avoir la COP21 à Villepinte, dans une région où on a supprimé 2 à 3 000 emplois, alors même qu'on va importer des véhicules électriques. Moi, ça m'interroge. Est-ce que dans vos instances respectives, vous avez réfléchi ou vous avez fait des projections pour nous expliquer en quoi c'est une opportunité, en quoi on peut impulser une dynamique positive de lutte contre la pollution qui serait un intérêt sanitaire évident et aussi une opportunité économique et pas simplement un handicap, parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que pour vous, c'est lutter contre la pollution, c'est juste un problème économique de contrainte qui fait que nos entreprises sont moins compétitives. Oui, elles sont moins compétitives peut-être parce qu'on est dans un système économique qui n'est peut-être plus viable et qu'il est peut-être temps aussi pour nous de réfléchir à quelque chose qui s'inscrive enfin au XXIe siècle. Je vous remercie. Pardon, Alors, Monsieur Guilbault. J'en suis désolé si, on va essayer de dire un certain nombre de choses chiffrées spécifiques aux émissions et à l'air. Je voulais juste dire d'une manière générale, sans être uniquement dans le discours, mais que l'idée que le développement durable est un facteur d'opportunité, mais pas uniquement opportuniste, c'est bien parce qu'on sait que de toute façon, il y a une évolution nécessaire que tout le monde partage. Les chefs d'entreprise sont les premiers à avoir envie d'être bien insérés dans leur environnement, les opportunités de marché, la mise à niveau de tous les pays, l'évolution des technologies. Tout ça fait que le développement durable est vécu, je pense, dans nos organisations comme même un facteur de compétitivité qualitative et après tout coup, quand on développe une technologie, en effet, qu'on peut les vendre sur des marchés, ça n'est pas la seule motivation, parce qu'il y a la motivation de la protection de ses salariés, il y a la motivation de la protection de l'environnement.
Ça ne se suffit pas à soi-même, c'est pour ça que nous acceptons tout à fait le principe de l'interdiction ou de la norme et du fait qu'il faut des réglementations. Et on accepte même le principe que parfois il faille facturer, donner un coût à l'émission. Par exemple, pour la COP 21, nous avons adopté, je pourrais vous le remettre, un manifeste du MEDEF sur la COP 21 pour dire qu'on appelait à l'élaboration au plan international d'un prix du carbone. Donc c'est bien qu'on considère que principe pollueur-payeur, ou d'une manière générale, le fait d'inciter à moins émettre, doit passer par tous ces leviers. Le levier volontaire, parce que de toute façon, l'opportunité économique, elle est là, le facteur de l'obligation, et puis aussi le facteur marché lorsque ça se justifie. Il faut un peu combiner tout ça. Donc selon le facteur polluant, on va raisonner différemment selon qu'on peut ou pas donner un signal qui va être d'application directe dans les entreprises. Peut-être, comme vous nous aviez aussi posé cette question-là, Monsieur Chevalier peut revenir sur fait, tout ce qui est fait sur la qualité de l'air en termes quantitatifs et technologiques. Voilà. Merci pour donner un peu des chiffres sur la part prise par les entreprises dans la lutte contre la pollution de l'air. Donc, on observe des réductions significatives des émissions des polluants atmosphériques d'origine industrielle depuis plusieurs décennies, depuis 1990. Il y a des rapports, le rapport du CITEPA d'avril 2014 sur les inventaires des émissions de polluants atmosphériques en France et le rapport du ministère de l'Environnement et du Développement durable d'octobre 2014 sur le bilan de la qualité de l'air, qui montre que les émissions de polluants dans l'air sont fortement réduites. On a des très fortes réductions des émissions d'origine industrielle. On peut citer le moins 82% sur le dioxyde de soufre, moins 47% pour les oxydes d'azote. Les particules fines, moins 35% pour les PM10, moins 42% pour les PM2,5. Et le CITEPA a même fait une liste de 29 polluants qui sont tous en diminution. Et pour la quasi-totalité des substances, les niveaux d'émissions les plus bas enregistrés depuis le début des observations, ils interviennent sur la période 2009-2012, avec la mise en œuvre aussi de réglementations sur les émissions industrielles. Ces réductions d'émissions, elles se traduisent aussi dans les observations sur la qualité de l'air, puisque depuis entre 2000 et 2013, donc des tendances indiquent une amélioration de la qualité de l'air en France, avec une baisse des concentrations annuelles sur les polluants réglementés dans l'air, plus ou moins accentuée entre les différents polluants, très forte baisse du SO2, forte baisse des oxydes d'azote, des particules et de l'ozone. Malgré cela, plusieurs épisodes importants de pollution ont toujours été enregistrés, en 2013, en 2014 aussi, au printemps. Essentiellement pour les particules. Ce sont des épisodes qui ont aussi des contextes transfrontaliers, qui dépassent nos frontières nationales, et un contexte où les seuils réglementaires de standards de qualité de l'air ne sont pas respectés en 2013 sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Mais quand même une situation qui est en progrès. Il est nécessaire de mentionner que les entreprises françaises, on l'a déjà évoqué, sont soumises à une réglementation européenne et un droit national qui en découle exigeant. En matière d'émissions de qualité de l'air, pour les entreprises, on a deux directives structurantes. La directive plafonds nationaux d'émissions, la directive NEC, et la directive spécifique aux émissions industrielles. La directive sur les émissions industrielles, elle vise en place à mettre un cadre général qui régit les principales activités industrielles. Elle est basée sur une approche intégrée des émissions air, eau et sol, et elle impose l'application des meilleures techniques disponibles, qui sont avec des performances d'émissions associées à ces meilleures techniques. Et ces exigences et la révision des performances et des dernières technologies sont révisées tous les 8 ans. Donc on est dans un système de progrès et d'amélioration continue. La directive plafond, elle fixe des plafonds d'émissions pour 4 substances, le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques, l'ammoniac. Elle est en cours de révision et les particules seront intégrées dans les prochains textes. Donc, à travers ces réglementations et ces éléments de progrès, les entreprises, elles investissent et elles innovent.
On peut mentionner des investissements au niveau national, d'après la publication Dépenses de protection de l'environnement en 2012, de novembre 2014 du CGDD. Les entreprises privées financent 57% de la protection de l'air. C'est pour un montant de 1,7 milliard d'euros en 2012. On peut également mentionner, au niveau des chiffres que nous ont passés nos adhérents pour différents secteurs, le secteur des minerais, minéraux et métaux, des investissements pour la qualité de l'air qui représentent entre 1 million d'euros et plusieurs centaines de millions d'euros en 5 ans pour les entreprises les plus importantes. Pour certains acteurs, ces investissements représentent même près de 52% de leurs investissements globaux sur ces 5 dernières années. L'industrie cimentière, on a 30 cimenteries en France. Une cimenterie, elle dispose de 2 ou 3 gros filtres pour traiter les poussières. C'est des investissements de 3 à 5 millions d'euros, plus des coûts de maintenance et d'entretien, 150 000 à 300 000 euros tous les ans. Toutes les cimenteries ont aussi des dispositifs de traitement des oxydes d'azote, donc 1 million d'euros plus des coûts d'exploitation de 500 000 euros par an. Et certaines cimenteries traitent également les oxydes de soufre pour également des investissements de l'ordre du million et des frais d'exploitation. L'industrie chimie qui nous a rappelé les investissements globaux par an de 3,1 milliards, dont 245 millions d'euros pour l'environnement, 381 millions d'euros pour les risques industriels et 1,4 milliard pour la maintenance de l'outil industriel et de sa modernisation. Pour les investissements liés à l'environnement, la part des montants dédiés à l'air ou l'eau sont difficiles. C'est une approche intégrée, donc on n'a pas les chiffres séparés. Mais il faut bien garder en tête que pour ces investissements, il faut ajouter les coûts d'exploitation et de maintenance qui peuvent doubler le coût des investissements en faveur de la qualité de l'air. Enfin, on souhaiterait aussi mentionner, en plus des investissements, les coûts liés à la taxe générale sur les activités polluantes, dont le rendement annuel a augmenté ces dernières années et il était, pour 2013, légèrement inférieur à 60 millions d'euros. Voilà. On peut aussi mentionner le secteur des transports. On en a déjà parlé. Le secteur des transports a contribué significativement à l'amélioration de la qualité de l'air depuis 10 ans, sous l'effet des développements des technologies de dépollution des véhicules et des normes Euro. Les solutions à mettre en œuvre sont complexes, elles demandent du temps, une panoplie de solutions qui nécessitent un équilibre à trouver, des cycles et des ruptures technologiques qui demandent de l'innovation et de l'investissement public et privé. Il faut aussi des conditions économiques favorables. On peut citer l'exemple de la transition vers le véhicule électrique. L'industrie automobile investit 2,5 milliards d'euros par an dans l'environnement. Donc là, on peut mentionner l'action des pouvoirs publics qui doit trouver un juste équilibre entre coercition et incitation. Et pour ça, les normes Euro ont été un bon équilibre. Elles ont permis d'avoir des résultats, même s'il faut du temps qui est lié au renouvellement du parc et à la mise en œuvre des technologies. Donc tous ces éléments, ces changements de comportement demandent du temps, de la pédagogie, des mesures appropriées et qui tiennent compte du coût et de l'efficacité des mesures. Enfin, on peut citer les mesures proposées dans la loi de transition énergétique pour la réduction des polluants atmosphériques qui vont dans le bon sens, avec l'aide au renouvellement du parc, l'aide à l'acquisition de véhicules à faible émission, neufs ou d'occasion, avec le principal levier d'amélioration via l'accélération de la pénétration dans le parc des véhicules équipés des dernières technologies, la mise en place des zones de restriction de circulation et la définition des véhicules à faible émission éligibles aux achats publics. Donc voilà, enfin, ce sont je vais arrêter pour ne pas être trop exhaustif, mais un ensemble d'éléments, de chiffres qui permettent de montrer que l'industrie ne reste pas les bras croisés. Non, on avait bien conscience qu'elle ne restait pas les mains ni les bras croisés. Une observation, puisque vous avez commencé au début en expliquant qu'en 2014 notamment, il y avait eu beaucoup de réductions
Et vous avez dit avec la réglementation, etc. Donc j'ai envie de dire, c'est là où je pense qu'on doit collectivement voir plutôt le verre à moitié plein que se plaindre. C'est-à-dire, je pense que ça veut éventuellement aussi dire que heureusement qu'il y a de la réglementation et des efforts qui sont faits par les uns et par les autres, puisque même si on met de côté ce que certains appellent une météo plutôt favorable, il n'empêche qu'il y a des progrès. 2 questions assez courtes. Vous avez parlé de la TGAP, qui peut être un des leviers. Pouvez-vous, les uns ou les autres, nous dire quels sont, d'après vous, les leviers que les entreprises peuvent utiliser pour lutter contre la pollution de l'air, intérieure et extérieure? 2e question, qui sont en direction de 2 des 3 invités, puisque le MEDEF est présent au Conseil général de l'air. Donc j'imagine que, comme il l'a dit, il est heureux d'y siéger parce qu'il fait avancer les choses. Concernant la CGPME et l'UPA, est-ce que vous piaffez d'impatience d'en être également? Alors, est-ce qu'on piaffe d'impatience? Réponse non. Non, encore une fois, la question de qualité de l'air est quelque chose qui nous intéresse, qui nous concerne très directement, je l'ai dit et vraiment je le répète. Ceci dit, vous avez compris que le rôle d'une interprofession qui est la nôtre, on considère que ça n'est pas un rôle qui est technique et que ce rôle est dévolu aux branches professionnelles et que nous sommes une confédération. Donc, sur cet élément-là, je pense que voilà ce qu'on peut répondre. Puis je laisserai Pierre Burban pour l'UPA dire ce qu'il en pense. Ceci dit, et plus sérieusement, sur la conception qui est la nôtre, sur la question de l'incitation. Vous avez dit tout à l'heure, il faut voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je pense que peut-être une des raisons pour lesquelles on insiste trop à votre goût sur le verre à moitié vide, c'est que d'une manière générale, en tout cas dans les petites entreprises, l'environnement et la réglementation environnementale est trop souvent perçue comme une contrainte. On peut le déplorer, on peut dire, mais je pense que la réalité, la conception qu'en ont beaucoup de chefs d'entreprise, c'est celle-là. Et ce que nous efforçons de faire côté CGPME, et je suis convaincu que c'est la même chose pour nos amis des autres organisations, on considère qu'on a une responsabilité en la matière pour faire en sorte que économie rime avec écologie, on en est absolument convaincu. Et on pense également qu'on peut avoir des leviers dans ce sens-là. Et par exemple, quand on a des entreprises qui s'engagent dans une démarche RSE, on aimerait bien que ces efforts soient reconnus. Et on considère que ça l'est malheureusement pas suffisamment. Et encore une fois, on a du côté de la réglementation trop souvent une vision punitive de l'écologie. Et nous, on considère que ceux qui s'engagent devraient pouvoir reconnaître ces efforts. Excusez-moi de vous interrompre. Quand vous dites reconnaître ces efforts, par quel biais? Vous avez une idée pour mettre en valeur justement ces entreprises respectueuses de l'environnement? Oui, il y a des pistes de travail actuellement sur justement la valorisation des entreprises vertueuses et notamment il y a notamment au sein de la plateforme RSE qui a été mise en place par le Premier ministre. Il y a un groupe de travail qui essaie justement d'avancer sur une possible expérimentation. Alors d'un label, le mot n'est peut-être pas très bien choisi, mais en tout cas d'une valorisation des entreprises qui agissent en la matière, notamment pour valoriser leur démarche auprès soit de la commande publique, soit des donneurs d'ordre privés. C'est souvent dans nos branches d'activité, les entreprises effectivement adoptent des démarches RSE, donc qui vont bien au-delà de la réglementation, avec des démarches volontaires qui permettent d'avoir vraiment une action dynamique et proactive en matière d'environnement, mais plus largement aussi en matière sociale et sociétale. Mais elles reviennent vers nous en nous disant finalement, qu'est-ce que ça, entre guillemets, leur rapporte? Pas très joli comme terme, mais c'est très concret dans les entreprises. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut travailler tous ensemble pour que ces démarches RSE soient valorisées et soient vraiment prises en compte par l'ensemble des parties prenantes. Excusez-moi de vous interrompre, vous visez particulièrement les appels d'offres publics? Alors ça peut être public ou privé. D'ailleurs, l'ensemble des acteurs qui sont ici participent à ces groupes de travail. Nous essayons de voir comment justement on va pouvoir faire se rencontrer les uns et les autres pour que d'un côté soient prises en compte ces démarches qui d'ailleurs ont aussi des coûts, il faut le dire, mais qui du côté du client, du consommateur, de la commande publique ont des effets positifs. Donc ça c'est le verre à moitié plein. C'est vrai que le développement durable est souvent
ressenti comme un développement contraint, mais on peut parler aussi de développement durable serein, parce que nous avons beaucoup de branches professionnelles qui ont des démarches proactives, des démarches volontaires, mais on parlait donc d'éco-conduite, de formation donc de leurs salariés à l'éco-conduite, on peut parler de guides, on peut parler de tas de choses dont on ne peut pas faire la liste aujourd'hui, mais vraiment dont il faut prendre en compte et qu'on ne sait pas suffisamment. Quand on fait des recherches de R&D, quand on essaie de développer les smart grids, quand on essaie de développer l'efficacité énergétique active par rapport à l'efficacité énergétique passive, etc., etc. Tout ça, ça contribue à justement prendre en compte le développement durable, mais sous le volet opportunité de développement. Voilà, vous voyez. Je vais juste vous faire une remarque. Les syndicats de salariés, ils sont rentrés au bout de 10 minutes dans le vif du sujet. Voilà, donc je vous le dis comme je le pense. Je ne peux pas être suspecté de quoi que ce soit. Hein, quand vous connaissez voilà, mon petit parcours, on a eu du mal à arriver à ce que vous nous parliez des opportunités. Donc il nous reste une dizaine de minutes. Lâchez-vous. Quand on parle de tout cela, c'est très bien. Nous aussi, on a un point qu'on soutient et qu'on porte aussi, c'est justement la formation des chefs d'entreprise et des salariés sur ces enjeux-là. Parce que quand on parle des petites et moyennes entreprises, c'est en majorité des entreprises qui ont 10, 15, 20 salariés en France. C'est à peu près la typologie de ces entreprises-là, en tout cas dont celles que nous représentons. Et il n'y a pas d'expert développement durable. Le chef d'entreprise fait parfois avec un petit peu les moyens qu'il a. Et donc la formation est pour nous important. On l'a développée souvent. C'est un sujet consensuel, mais qui n'est peut-être pas souvent assez porté. Et notamment, dernièrement, sur la COP21, nous avons fait des propositions très concrètes là-dessus, en espérant que les enjeux climatiques, notamment, peuvent être davantage compris pour qu'ils soient aussi davantage pris en compte dans l'entreprise. Peut-être, Monsieur le Président, juste toujours sur le verre à moitié plein, on est absolument convaincu, mais je pense qu'on l'est tous ici, que l'innovation est un des vecteurs pour la sortie de crise et qu'en matière d'investissement, l'environnement présente de véritables opportunités sur l'innovation et que ça, les entreprises françaises ont une véritable excellence en la matière. Et puis ceux qu'on pense également... Vous m'autorisez à vous interrompre, ça ne sortait pas honnêtement de votre discours à tous les trois depuis tout à l'heure. Oui, mais alors madame, pardonnez-moi, mais encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que trop souvent, quand on nous parle d'environnement, c'est plutôt pour nous mettre des coups de bâton sur la tête. Donc on a peut-être cet aspect un peu défensif. D'abord, on est convaincus tous qu'il y a de véritables opportunités, mais je pense que la responsabilité du discours des chefs d'entreprise en la matière, je pense qu'elle est partagée malgré tout. Ceci dit, ce que je voulais également vous dire, c'est que notre conviction, c'est que la société française et les consommateurs évoluent sur l'environnement et que nos entreprises demain devront s'adapter dans l'offre qu'elles font vis-à-vis de leurs clients, tout simplement. Et donc, en clair, quel que soit le chemin que ça va prendre et le temps que ça va prendre, elles vont y venir. Donc notre responsabilité, c'est d'accélérer les choses. Et puis on voit également, quand on regarde ce qui se passe entre les grandes et les petites entreprises, qu'il y a une forme de pression de la part de grands donneurs d'ordre sur les PME et les TPE qui sont sous-traitantes pour respecter, parce qu'elles-mêmes ont des normes environnementales à respecter, et évidemment on descend ensuite sur les petites entreprises. Donc là-dessus, ce qu'on souhaite, c'est avoir suffisamment de temps pour que les réglementations puissent s'appliquer aux petites entreprises qui, ça a été dit tout à l'heure, n'ont pas les mêmes capacités en interne sur les gens qui suivent les questions environnementales. Monsieur Burbon, oui. Oui, non, mais comment dire, c'est que, moi, j'avais pas eu le sentiment, je veux dire, sur le développement durable, on y est tous favorables, parce que d'abord, nous sommes des citoyens et que nos chefs d'entreprise sont des citoyens. Bon, après, si on a attiré l'attention, si vous avez le sentiment si on a attiré l'attention sur comment appliquer les réglementations, c'est plus là-dessus. Voilà. Mais sur le fait qu'on vive dans une planète où l'air serait moins pollué, mais on y est tous plus que favorables. Et il faut y aller. Par contre, il y a des conditions pour y aller. Pourquoi ? Parce que chat échaudé craint l'eau froide. Et on sait bien que, et alors effectivement, moi je parle pour les entreprises que je représente, mais on sait que certaines réglementations excluent de fait des petites et très petites entreprises parce que, souvent pour des raisons de contraintes financières.
Voilà. Après, est-ce que... alors, en sachant, mais ça a été dit, il faut quand même rappeler que 98% des entreprises françaises, et ça vaut aussi pour les entreprises européennes, ont moins de 50 salariés, et que 95% ont moins de 20. Et quand vous regardez, vous dites, ah là, oui, mais les salariés travaillent plutôt dans les grandes boîtes. C'est totalement faux, puisque 54% travaillent dans les moins de 50. Et si vous prenez les plus de 500 pour les plus importantes, il n'y a jamais que 10% des salariés français qui y travaillent. Voilà. Et que si on regarde les courbes sur les 40 dernières années, l'emploi il s'est créé dans les petites et les très petites. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on sait bien que l'emploi repartira dans les plus petites. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif à l'impact. Et je redis, aujourd'hui, très souvent, et notamment dans le domaine environnemental, il n'y a pas vraiment d'études d'impact sur le tissu des petites entreprises. Et c'est ça que nous réclamons. Par contre, oui, et y compris pour les petites et très petites entreprises, le développement durable sera une formidable opportunité. Il y a l'exemple facile, c'est l'exemple du bâtiment, parce que effectivement, bon, ceci dit, pour l'instant, malgré tout, ça repart pas complètement. Mais on sait que, en tout cas, quand il y aura une éclaircie, le bâtiment. Il faut espérer plus qu'une éclaircie quand même, parce que nous l'espérons. Mais c'est vrai que le développement durable permet des marchés pour l'avenir. Et on peut penser que ça sera des marchés, y compris avec des effets positifs sur l'air. Mais il n'y a pas que ça. Tout ce qui touche aussi, et finalement en France, on n'est pas totalement en avance, mais sur le 3D, l'impression 3D va révolutionner le monde de la réparation et le monde de la fabrication. Et vous aurez du coup des activités qui seront plus on va recréer, enfin quand je dis on peut penser qu'on va recréer une vraie économie de proximité et qu'il y aura des effets très positifs justement pour lutter contre la pollution de l'air. Bref, donc il y a un certain nombre d'éléments qui laissent à penser qu'effectivement, ça sera des formidables opportunités pour les entreprises. Voilà, donc vous aviez un double message, beaucoup de contraintes, de normes, etc. Donc, parce que comme vous êtes aussi là pour faire passer des messages, on a compris que ça prenait beaucoup de temps, mais qu'il y avait aussi beaucoup d'opportunités. Vous l'avez dit plus vite, en plus concentré, mais on voit quand même que vous avez des mines réjouies, donc qui nous permettent d'avoir de l'espoir. Voilà. Vous avez juste, Monsieur Burban, le Conseil national de l'air, non? Ça vous intéresse? Nous, on a toujours considéré que, puisque c'est des sujets qui touchent nos entreprises, on est toujours plus intelligent à plusieurs. Et donc oui, nous considérons que l'ensemble des organisations interpro-représentatives devraient y siéger. D'accord. Si vous me permettez une toute petite question, puisque le temps passe très très vite malheureusement. Comment travaillez-vous avec les ONG, les associations environnementales spécialistes du sujet de la pollution de l'air? Est-ce que vous travaillez avec elles d'ailleurs ou pas? Si oui, lesquelles? Et sinon, comment envisagez-vous éventuellement de vous rapprocher de ces associations? Merci. Ce sera la dernière question. Donc, voilà. On travaille avec ces associations qui sont présentes au Conseil national de l'air, et les entreprises sont également en contact au niveau local avec ces associations. Oui, enfin, partout que ce soit au Conseil national du développement durable, que ce soit au Conseil économique, social et environnemental, bon, on travaille, j'allais dire, par la force des choses avec ces organisations. Ça peut arriver sur certains sujets, oui. C'est-à-dire, il me semble que sur ce genre de questions, pour nous, les ONG, les associations sont des parties prenantes, c'est très clair. Côté des partenaires sociaux, c'est un autre schéma, mais on sait bien que les syndicats sont aussi partie prenante de la gouvernance environnementale qui s'est progressivement mise en place, qui est très large, suite au Grenelle, maintenant dans le cadre du Conseil national de la transition écologique et dans toutes les instances dans lesquelles on siège. Tout à l'heure a été citée la plateforme RSE, on les retrouve. Alors il est vrai que les associations peuvent avoir des configurations plus multiples selon les sujets que les partenaires sociaux qui sont historiquement construits comme on le sait. Et par ailleurs, sur des sujets comme l'air, je pense qu'il faut distinguer le niveau national, les sujets sectoriels, le niveau local. Quand on va parler du sujet de pollution de l'air,
scolaire, lorsqu'elle est localisée, c'est forcément avec les associations locales qu'on travaille. Donc, ce n'est pas nous qui pouvons en parler, mais ça va être tel industriel qui va travailler localement au plan de pollution, etc. Nous, au niveau national, on va être plus dans la gouvernance un peu générale. Typiquement, sur la COP 21, Bruno Lafont, qui préside notre pôle développement durable au MEDEF, rencontre toutes les associations qui sont parties prenantes du débat sur la COP, de même qu'on va les retrouver en multilatéral dans les instances dont on a parlé. Donc je crois que c'est un continuum, ça ne veut pas dire que de temps en temps il n'y a pas des choses où on est en tension les uns avec les autres, c'est normal, chacun joue son rôle, mais franchement le travail avec les associations est pour nous un terrain de jeu absolument normal et naturel. Pardon, madame. Pour la CGPME, évidemment, on fera exactement le même type de réponse. Sur la pollution de l'air, nous n'avons pas, alors sur la relation partenariale spécifiquement de partenariat ou d'échange, mais par exemple sur un sujet plus large qui est la biodiversité. Nous avons un partenariat avec une association qui s'appelle Humanité et Biodiversité, avec laquelle nous travaillons. Nous avons fait un certain nombre nous avons fait un guide sur la biodiversité pour expliquer à l'entrepreneur. Nous avons fait des forums sur le sujet. Nous travaillons aussi avec eux dans le cadre de la COP 21, comme ça a été dit précédemment. Donc voilà, on a des échanges dans les enceintes qui existent, le CNTE, le Comité pour l'économie verte et j'en passe. Et puis ponctuellement, on peut avoir des partenariats, ou en tout cas des échanges très, très proches avec certaines associations. Voilà, merci. Vous pourrez même nous faire passer la convention s'il y a un document sur ce partenariat. Il nous reste à vous remercier et à vous souhaiter une bonne fin de journée.